Alors ça se passe tous les 2 ans. Pékin accueille un salon automobile et puis ça a commencé gentiment. Puis vous imaginez maintenant l'intérêt que ça peut présenter pour des constructeurs européens, américains ou pas. C'est tous les 2 ans, pourquoi d'ailleurs ? C'est tous les 2 ans parce que c'est en alternance avec le salon de Shanghai. C'est un peu sur le même principe que le salon de Francfort et Paris. Francfort une année, Paris l'autre année. Les années paires, c'est Pékin et Paris. Les années impaires, c'est Francfort et Shanghai. C'est un marché, le marché chinois, c'est le premier marché mondial. Donc, c'est un marché très important et certains constructeurs décident de présenter leurs nouveaux modèles, ce qu'on appelle les premières mondiales, à l'occasion soit du salon de Pékin, soit du salon de Shanghai. C'est vraiment un salon qui compte. Et comme vous allez le voir, les constructeurs, nous on s'est intéressés surtout aux constructeurs français, ils ont des démarches un petit peu différentes, soit parce qu'ils sont arrivés tard en Chine, soit parce que certains vont présenter des modèles mondiaux, en Chine, des modèles qui vont être vendus partout dans le monde, comme par exemple Renault pour le Koleos. Renault a présenté en première mondiale le Koleos, qui sera vendu dans sa version pratiquement identique en France. Et vous allez voir, le groupe PSA a une démarche complètement différente. Quels sont les constructeurs qui ont compris très tôt l'importance du marché chinois ? Alors les premiers historiquement, c'est Volkswagen et Citroën. Volkswagen est devenu le numéro 1 chinois. Et puis Citroën qui a un peu hésité, qui n'a pas vraiment anticipé l'explosion du marché des consommateurs et fabriquait des taxis au lieu de fabriquer des voitures pour les particuliers. Aujourd'hui, Citroën repart, mais avec beaucoup de retard sur Volkswagen. La C6 est une grande berline qui est difficile à vendre en Europe et qui va bien se vendre en Chine. Renault arrive extrêmement tard. C'est le dernier constructeur français arrivé en Chine. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ont tiré toutes les leçons que les autres ont déjà tirées. C'est qu'ils arrivent avec une gamme comme le Koleos qui est présenté aujourd'hui, qui est exactement la même gamme qui sera vendue en Europe et partout dans le monde. Dans les années qui viennent, tous les constructeurs estiment que nous vendrons à quelques variations près les mêmes voitures. Alors il y a une particularité en Chine, quand on veut produire en Chine, un constructeur étranger doit s'associer avec un constructeur chinois, ou en tout cas avec une société chinoise. Est-ce que ça a aidé un certain nombre de constructeurs chinois à apprendre la technologie des autres ? La montée en qualité actuelle des marques chinoises est la conséquence de 10, 15, 20 ans de travail en commun avec les marques européennes, japonaises ou américaines. Les marques chinoises, d'une certaine manière, volent de leurs propres ailes. Elles ont appris à faire des moteurs, elles ont appris à mieux dessiner les voitures, à mieux réaliser la fabrication. Les marques chinoises ont embauché des designers européens ou américains, en tout cas non chinois. Et aujourd'hui, elles sont capables de faire des voitures qui sont de qualité pratiquement égale à celles des voitures réalisées avec des marques étrangères. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la technologie électronique et de connexion aussi vient surtout des équipementiers. Donc ces équipementiers travaillent autant pour les marques européennes, japonaises. Donc de ce côté-là, tout le monde se concurrence et tout le monde sait à peu près ce que chacun fait. Cette année à Pékin, les marques chinoises sont en train de moderniser complètement leur approche. Elles augmentent leur part de marché. En Chine, elles frisent presque les 40%. C'est beaucoup plus qualitatif qu'avant. C'est grâce aussi à l'effet SUV. Un SUV est à peu près le même partout. Il gomme un petit peu les différences de marque. En Chine, cette année, il y aura une 50aine de nouveaux SUV qui seront fabriqués. C'est absolument énorme. La voiture mondiale, c'est le SUV et les Chinois savent s'engouffrer dans la brèche. Alors, est-ce qu'il y a des constructeurs chinois ? La réponse est oui, je suppose. Ah oui, énormément. Énormément. Alors, on peut se dire, comme ils commencent à avoir des voitures qui ont progressé, avec des matériaux de qualité, est-ce qu'ils vont arriver de façon massive dans le reste du monde ? Alors, déjà, nous, en Europe, on a des normes de sécurité, des normes anti-pollution qui sont très strictes. Et là-bas ?
ce ne sont pas les mêmes, un peu moins. Ensuite, il faut, pour vendre en Europe, il faut produire en Europe, donc il faut que le modèle économique soit viable. Donc, bon, il y a encore beaucoup de choses à régler. Je pense que ça ne va pas arriver d'un coup. Sur leur propre marché, ils sont leaders ou c'est encore les constructeurs étrangers? Ah non, les constructeurs étrangers sont encore leaders, mais petit à petit, les Chinois progressent énormément dans les ventes. Pourquoi on a l'impression que ces voitures sont plus allongées que le modèle qui est présenté en Europe? Parce que la Chine a une C'est une impression ou Oui, non, ce n'est pas une impression. Vous avez certains modèles qui sont présentés avec une version rallongée. Ça veut dire qu'on a plus de place à l'arrière parce que souvent l'achat de la voiture, c'est une affaire de famille. Tout le monde participe à l'achat de la voiture. Donc il est logique que si les parents ou les grands-parents participent à l'achat de la voiture, ils viennent avec vous dans la voiture et c'est normal qu'ils aient de la place. Et après, il y a aussi en Chine beaucoup de dirigeants d'entreprise, on va dire, qui, lorsqu'ils ont une voiture de fonction, ont un chauffeur. Donc, comme ils sont à l'arrière, là aussi, ils ont plus de place. Un problème de rang social aussi, c'est peut-être mieux d'avoir... Exactement. D'accord. Plus statutaire. Très bien.